This meeting is being recorded. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie InVivox. Nous sommes aujourd'hui en présence du professeur Didier Lepelletier, qui est le président du Haut Conseil de la Santé publique. On va se donner, comme d'habitude, 1 ou 2 minutes pour laisser rentrer les derniers retardataires ou les derniers arrivants. J'en profite pour vous annoncer que cette session est la dernière session de l'Académie InVivox de l'année 2022. On redémarrera sur les chapeaux de roue en 2023, dès le 12 janvier prochain, avec une session qui sera consacrée aux grandes ruptures dans la formation des professionnels de santé qui sont attendues pour les années 2023 et 2024. Merci beaucoup Sandrine de cette salle. Donc aujourd'hui, on est bien ensemble pour discuter de l'anticipation et de la gestion des prochaines crises sanitaires, ainsi que de la formation en amont et pendant ces crises des professionnels de santé. Le professeur Didier Lepelletier nous fait l'extrême plaisir et honneur de participer à cette première session. Professeur Lepelletier, je vais peut-être vous passer la parole pendant une petite minute pour que vous puissiez vous présenter. Et puis ensuite, on va lancer un premier sondage à l'attention des participants. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Donc, comme vous l'avez dit, je suis président du Haut Conseil de la Santé publique, qui est une instance d'expertise dans le champ de la santé publique, avec des missions bien définies dans la loi de modernisation de 2016, notamment sur la prospective et l'anticipation, qui est notre sujet, mais également sur la proposition à des plans, à des stratégies nationales de santé, sur la gestion des crises, également sur la santé de l'enfant, et l'expertise scientifique, qui est regroupée par 120 experts au sein du Haut Conseil, et de fournir à nos dirigeants de l'aide à la décision publique basée sur les données probantes. Et donc, en parallèle de cette mission, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et chef de service d'un service de gestion du risque infectieux. Merci, professeur Lepelletier. Je suis, moi, de mon côté, Julien Delpech, je suis le fondateur d'InVivox. Je vous rappelle, InVivox. Donc, nous sommes une start-up et nous sommes le booking.com de la formation médicale, pour faire simple. C'est-à-dire que nous hébergeons et que nous centralisons et valorisons des contenus de formation à l'attention de communautés extrêmement ciblées de professionnels de santé. Les contenus peuvent être online, on-site ou bien à la demande. Comme vous le savez tous, les contenus à la demande sont de plus en plus demandés face à la pénurie de temps des professionnels de santé aujourd'hui. Il est midi 3, vous connaissez le principe sur InVivox, vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez directement en cliquant sur la petite icône qui s'appelle Q et R. Et à l'issue de nos 2 prises de parole, nous répondrons directement à toutes les questions que vous souhaitez poser, soit au professeur Lepelletier, soit directement à moi. Pour lancer cette session, consacrée aux prochaines pandémies et risques sanitaires qui seront sûrement notre quotidien, puisque vous le savez tous, on est rentré dans le temps de l'hypercrise ou de la permacrise. Je vous propose tout de suite un premier sondage avant de passer la parole au professeur Pelletier. Dans ce sondage, quel est votre état d'esprit à l'égard de notre situation sanitaire actuelle et à venir? Alors, est-ce que vous vous sentez optimiste? Nous avons appris à vivre avec les virus. Ça a été une des grandes conscientisations de la période que nous venons de vivre. Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou alors totalement fataliste? On va se laisser encore quelques secondes. Hop, je propose de mettre fin au sondage. Les avis sont partagés il y a quand même une majorité d'optimistes. Voilà, petit à petit, nous apprenons à vivre avec les virus. On laissera Didier Lepelletier revenir sur ce point-là. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer justement la main à Didier Lepelletier pour son intervention. Et je vous rappelle, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez et à l'issue de nos prises de parole, nous sélectionnerons certaines des questions et les poserons directement.
Professeur Lepelletier, le micro, la parole est à vous. Alors, le temps que je partage notre écran, normalement, vous devriez voir ma présentation. C'est parfait. Alors, peut-être… Voilà, donc merci de me donner la parole sur ce sujet qui est connu depuis longtemps, hein. Vous le voyez, la prospective est une discipline qui permet de comprendre les forces à l'œuvre dans la construction de l'avenir. Elle est résolument tournée vers l'action et elle vise à éclairer les choix du présent en explorant les futurs possibles. Donc, d'où vient cette démarche de prospective? C'est tout de suite après-guerre, hein. C'est une discipline qui émerge à la fois en Europe et aux États-Unis. En France, c'est Gaston Berger qui l'a développé tout d'abord dans l'industrie, puis ensuite pour conseiller des hommes politiques. Et donc, le déclencheur commun, bien évidemment, c'est la Seconde Guerre mondiale, avec un même besoin finalement, qui est de tenter de contrôler l'incertitude et la complexité grandissante. Et je reviendrai peut-être dans ce webinaire sur le monde VUCA, hein, qui traite de cette incertitude et complexité qui touche le monde de la santé, mais pas uniquement. Et les objectifs de la prospective, selon Gaston Berger, c'est de voir loin dans le temps, c'est de voir large, c'est d'analyser en profondeur les tendances structurelles, c'est de réfléchir ensemble dans une intelligence collective, c'est de prendre des risques et de faire des choix. Alors des choix toujours plausibles, hein, j'y reviendrai sur la plausibilité. Et puis, bien évidemment, c'est de penser à l'homme et j'y reviendrai sur l'exemple que l'on a pris pour appliquer ces méthodes de prospective. Donc, elle est fortement liée à la stratégie. Elle permet la détermination d'un futur souhaitable et d'une vision et la mise en place des moyens pour l'atteindre. Alors, quand on parle de prospective, d'anticipation, on parle de futur. Alors, c'est quoi le futur? C'est un ensemble de possibles délimité par ce que nous pensons impossible. Donc, c'est ça les limites de la plausibilité. Vous voyez sur la diapositive en haut à gauche un cône de plausibilité, un petit cône qui est le passé, la zone de chevauchement ou de croisement des deux cônes qui est le présent, avec ses incertitudes, son ambiguïté, sa vulnérabilité, et puis le futur. Et l'image en bas à gauche traduit les futurs possibles, des futurs potentiels, possibles, plausibles, probables, projetés. Et quand on va sur les futurs possibles ou plausibles, on est plutôt sur des phases de prospective. Lorsqu'on va sur du projeté ou du probable, on utilise plutôt la probabilité, la modélisation. Donc, la difficulté, c'est d'estimer le degré de plausibilité d'un événement et je vais vous montrer, c'est ce que le Haut Conseil a tenté de faire. Alors, sur une saisine de la Direction générale de la santé pendant la crise Covid et plutôt vers le début de l'année 21, on a reçu une saisine, comme c'est le cas, hein, le Haut Conseil, pendant les 2 ans de la crise. Alors, elle n'est pas terminée, mais pendant les 2 premières années, 20 et 21, on a reçu à peu près 150 saisines, produit 206 rapports. On est une des instances qui a produit le plus d'aide à la décision publique dans de nombreux domaines de la crise. Et on a utilisé justement ces méthodologies de prospective appliquées à cette pandémie pour aider à anticiper finalement quelle serait la crise entre 3 et 5 ans. Souvent, la prospective est à 10 ans. Si on parle d'environnement, on peut même parler à 30 ans. Mais là, c'est pour un avenir devant nous à 3 à 5 ans. Finalement, quels étaient les scénarios que l'on pouvait imaginer pour faire des propositions et à partir de ces propositions, bien évidemment, les anticiper pour ne pas arriver à ces scénarios. Donc, on a utilisé cette méthode qu'on appelle la métaméthode. Pour répondre à la saisine du gouvernement, nous avons créé un groupe de travail multidisciplinaire composé de spécialistes de l'infectiologie, de l'hygiène hospitalière, de la méthodologie en prospective avec un ingénieur prospectiviste. On avait des chercheurs de l'INSERM, on avait des gens spécialisés en sciences politiques, en sciences du droit sanitaire, pour avoir cette approche collégiale et pluridisciplinaire qui est nécessaire à la réflexion prospectiviste. Donc, vous pouvez consulter cet article scientifique qui pose la méthode sur le lien qui est indiqué sur la diapositive ou encore sur le lien tout en bas à gauche, le rapport qu'a produit en septembre 2021 le Haut Conseil de la santé publique.
Donc, cette première étape de la démarche de prospective, elle est basée sur la métaméthode qui correspond en fait à 3 moments cognitifs, si vous voulez, qui sont la compréhension d'un phénomène, l'anticipation du phénomène et finalement des propositions. Donc, la partie understand, comprendre, c'est faire un diagnostic d'une situation. Anticiper, c'est vraiment, à partir de ce constat, regarder les dangers liés à un problème sanitaire, et c'est d'en tirer des leviers d'anticipation qui finalement conduisent à une phase de proposition. Et donc, pour faire cette compréhension de la crise Covid, nous avons finalement choisi ce modèle-là, qui est un modèle de Green, qu'on appelle un modèle PROCEED. Je ne veux pas rentrer trop dans la complexité de la méthodologie, mais globalement, c'est un modèle qui a été publié dans les années, alors qui est conceptuel, mais qui a été publié dans les années 90 et qu'on a adapté de manière fonctionnelle au Covid, qui est finalement quel est l'objectif de cette démarche-là. Et donc, comme Gaston Berger le disait, c'est une démarche qui est tournée vers l'homme. Vous le voyez sur la colonne de gauche, l'objectif de cette démarche-là était vraiment de préserver la santé des Français pendant la crise, qui était une crise non pas simplement infectieuse, mais vous l'avez tous vu, c'est une crise systémique. Elle a touché les pans sociaux, économiques de notre société. Elle a déclenché des conséquences psychosociales et en santé mentale dans la population. Et on voit bien que la notion de santé, elle est intersectorielle, interministérielle et pas uniquement liée au ministère de la Santé ou à la santé propre ou à l'infectiologie propre. Et à partir de cet objectif général, sur la deuxième colonne sur la gauche, on a identifié en fait des déterminants qui pouvaient générer des conséquences sur la crise, des déterminants ou des diagnostics. Et vous les voyez, ils sont au nombre de 10. C'est des critères épidémiologiques, thérapeutiques, de prévention, de société, de réaction de la population. On parle beaucoup de la capacité d'une population à adhérer ou à répondre à des recommandations verticales. C'est le système de santé est-il capable d'absorber des malades? La communication, on a été dans une pandémie de la communication, vous le savez, pendant cette crise. Beaucoup de gens ont pris la parole, ce qui a donné une défiance. Il y a un très joli papier qui est sorti dans PNAS qui montre que dans l'expertise au niveau européen, c'est l'expert français qui a perdu un petit peu en crédibilité du fait de cette hyper-communication, bien évidemment le numérique, les politiques et le management. Et on retrouve donc ces 3 phases cognitives de la prospective, et avec dans la dernière colonne sur la droite toutes les instances ou les personnes qui sont impliquées dans ce type de démarche. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne des sous-groupes de travail avec tous ces experts, bien sûr, de suivre cette méthodologie en 3 temps. Et finalement, vous retrouvez dans cette galaxie de mots-clés les 10 diagnostics sur lesquels 10 groupes de travail ont planché pour finalement faire le constat. Et si vous prenez celui qui est le plus à 9h moins le quart, par exemple, celui sur l'épidémiologie, c'est la transmission du virus. On a vu qu'on a eu des variants, on a eu des sous-variants. Chaque fois, les sous-variants ont gagné en transmissibilité, pas forcément en morbidité. Il y a eu aussi de l'échappement immunitaire. Il y a eu des formes cliniques sévères avec des patients hospitalisés en soins critiques. Et donc voilà, on peut déployer en fait sur chacune de ces variables-là des possibilités de variation du comportement du virus dans la société. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans une deuxième phase, c'est la deuxième phase de la prospective, qui est un choix de méthode pour aller vers les scénarios. Et donc le choix que le Haut Conseil a fait, c'est l'analyse morphologique. C'est une méthode qui permet d'explorer des futurs possibles d'un système. Et le système, vous l'avez vu, ce sont toutes ces variables clés, ces diagnostics, à partir de combinaisons des hypothèses. Donc, on fait des hypothèses sur ces variables associées à ces composantes-là. C'est là où la richesse du groupe, avec les expertises différentes, qui permet au final de générer des hypothèses de diagnostic sans simplement avoir que des infectiologues, que des gestionnaires de risque, etc. Donc, c'est vraiment la pluridisciplinarité et l'intelligence collective qui permet en fait ces approches sociétales d'une crise qui est systémique. Et à ce moment-là, ça permet de privilégier la puissance de la narration, parce qu'une fois qu'on a défini ces hypothèses, qu'on a choisi des scénarios,
la force de la prospective, c'est de décrire en fait ces scénarios pour en extraire les conséquences, les ruptures d'innovation en termes de préconisation pour aider le décideur politique finalement à prendre des décisions pour anticiper ces scénarios. Alors voilà ce que ça donne, hein, c'est la sélection de ce qu'on appelle ces variables systémiques. Ce sont des variables qui font crise. Là, c'est vrai que le Haut Conseil n'est pas parti comme l'OMS ou comme les Anglais, parce qu'ils ont tous fait aussi des analyses de scénarios, souvent avec 3 scénarios. Vous verrez que nous, on a établi 5 scénarios. Souvent, d'avoir 3 scénarios, c'est facile parce que vous avez un scénario qui est pessimiste, un qui est intermédiaire et un qui est optimiste. Donc, nous, on est parti plutôt sur des variables qui font crise, des scénarios qu'on ne voudrait pas voir arriver, justement pour les anticiper. Donc, ce que vous avez en vert, ce sont les variables qui ont été à la base de la réflexion sur les scénarios, telles que la non-maîtrise du risque, la circulation incontrôlée et continue du virus, c'est la maîtrise de l'environnement, c'est les facteurs qui font une crise post-pandémique, c'est-à-dire la crise politique, la fatigue pandémique, les séquelles psychologiques, alors on peut appeler ça le Covid long si vous voulez, c'est la crise économique liée à la pandémie. Ce sont aussi l'adaptation des moyens sanitaires à la situation et ce sont bien évidemment tous les facteurs liés à la réaction des populations sur la communication inadéquate, sur le niveau d'éducation, ce qu'on peut appeler la culture scientifique ou encore la crise de confiance. Et donc, à partir de ces variables qui font crise, donc on en a retenu 10, pour chacune d'entre elles, les experts du groupe de travail ont défini entre 3 et 5 hypothèses d'évolution de chacune de ces variables. Et en prenant ces variables structurelles et leur évolution possible sur des hypothèses, nous avons identifié 5 scénarios prospectifs les plus plausibles possibles. Donc, vous pourrez les lire dans le rapport qu'a produit le Haut Conseil de la santé publique en juillet 2022. Et donc, ces 5 scénarios sont le 1, vivre avec le virus, 2, une crise pédiatrique, 3, la normalité de la crise, 4, le retour à une situation épidémique initiale, donc si on veut faire court, c'est mars 2020, et le 5e scénario plausible, l'ultra-crise. Donc, d'une manière générale, pour l'ensemble de ces 5 scénarios, nous avons conduit 27 recommandations générales sur des thématiques très structurelles et systémiques, la structuration et l'organisation des systèmes, le système de soins, la santé des populations, l'éducation, la recherche et le développement, la vaccination, la planification et la modélisation ou encore les initiatives locales. Donc ça, ces recommandations-là, vous pourrez les lire. Ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est un petit peu les 5 scénarios et vous dire dans le détail quels sont les types de recommandations que l'on a fait en fonction des scénarios. Donc, le premier, scénario 1, vivre avec le virus, c'est un petit peu ce qu'on vit en ce moment. Donc, même si on a écrit ces scénarios au printemps dernier, on les a publiés dans l'été, on avait bien anticipé qu'on allait vivre avec ce virus et on voit bien que ce virus, il se mélange avec d'autres virus comme le VRS en ce moment en pédiatrie ou le virus de la grippe. Donc, ce scénario-là, c'est de mettre en place une stratégie de santé publique populationnelle visant à protéger les personnes vulnérables. Donc, c'est vrai qu'on protège principalement toute la population. Donc, il y a des indications si on parle du vaccin ou si on parle des protections individuelles comme le masque. Mais ensuite, on va quand même faire de la priorisation pour que les personnes les plus à risque de formes sévères, donc soit les gens non vaccinés, les gens en échec de vaccination, les personnes vulnérables par l'immunosuppression, ou alors des personnes qui vivent dans l'entourage de personnes vulnérables, et ben, c'est ces personnes-là bien faire de la communication pour la mise à jour de la vaccination et la poursuite, même s'il n'y a plus d'obligation, la poursuite du port du masque et de l'hygiène des mains, par exemple. C'est également faciliter l'accès aux consultations des patients présentant des maladies chroniques. On a vu qu'il y a eu un retard à la prise en charge par les plans blancs successifs dans les hôpitaux des maladies chroniques. Donc, il faut rattraper ce retard. C'est aussi suivre et anticiper l'évolution des maladies chroniques et des maladies mentales. C'est vrai que la psychiatrie était un parent pauvre du système de santé et que la crise a mis en avant finalement les troubles psychosociaux et pas uniquement des gens atteints par le Covid, c'est toute la société et notamment les personnes les plus vulnérables ou à l'école qui ont été touchées par ces troubles psychosociaux qu'il faut absolument
bien sûr, prendre en compte dans les stratégies d'anticipation. Et puis, c'est enfin augmenter l'investissement dans les stratégies et dans les plans sanitaires, y compris la santé mentale. La crise numéro 2, la crise pédiatrique, on est le seul pays à avoir pensé à un tel scénario qui serait une adaptation finalement des virus et avec des possibilités finalement d'adhésion par les marqueurs au niveau pulmonaire des enfants dans un système, et on l'a vu, qui régulièrement est impacté par les pathologies hivernales respiratoires et avec ce qui se passe depuis un mois, une épidémie précoce de bronchiolite due au virus respiratoire syncytial et des services hospitaliers, les urgences en particulier, qui sont complètement débordés. Donc, quelque part, cette crise sur le Covid-19 rentre complètement dans le cadre que l'on vit pour le VRS. Et donc, quelque part, les mesures d'anticipation pourraient venir de l'investissement dans la recherche de vaccination plus classique. On sait que le vaccin est possible chez les enfants vis-à-vis de la Covid, mais que seuls les 12-18 ans sont correctement vaccinés. Le taux de vaccination des 5-12 ans est encore très faible en France. C'est également préparer une stratégie de vaccination massive et rapide des enfants. C'est renforcer structurellement les capacités d'accueil pédiatrique. C'est établir un plan de déprogrammation des hôpitaux si on avait un afflux massif d'enfants dans les hôpitaux pour Covid-19. Et puis, c'est aussi mobiliser la médecine de territoire pour soulager finalement le système hospitalier. La normalité de la crise, c'est qu'on rentre finalement dans des successions de variants, de sous-variants qui impactent, qui échappent de manière immunitaire, et donc ça oblige à avoir une réponse systémique, c'est-à-dire c'est ce qu'a fait l'Europe sur les vaccins. L'Europe est en train, avec l'agence ERA, avec une instance d'anticipation des crises. Donc la construction européenne sur les crises est en train de se faire, parce qu'il n'y a pas d'Europe de la santé pour l'instant, où il n'y avait pas d'Europe de la santé. Et c'est aussi de renforcer le principe de subsidiarité, le principe de proportionnalité sur les compétences de santé entre le niveau local et le niveau national, y compris en niveau de crise. Donc on sait bien que sur le territoire, c'est le préfet qui est le représentant de l'État. L'ARS aussi a un rôle sur la coordination de la mise en place de mesures. Et donc, il faut vraiment laisser de la souplesse et de l'anticipation sur les territoires à partir de recommandations et d'un cadre national. C'est également investir dans le développement de traitements de manière à disposer de traitements précoces, efficaces vis-à-vis de la Covid. Investir au niveau européen dans la recherche sur des vaccinations qui s'adaptent en fait aux circulations des virus. Et en fait, c'est avoir une réponse aussi avec les industriels. Ensuite, les deux derniers scénarios qu'on aurait pu fusionner, qu'on a laissé séparer, le scénario 4 et le scénario 5. Le scénario 4, c'est un retour à la situation épidémique. Donc, il faut restructurer, repenser, parce qu'il va y avoir une fatigue pandémique forcément, si on arrivait à avoir un nouveau variant qui serait très impactant, avec une mortalité importante, un recours aux soins hospitaliers très important. Et donc là, bien évidemment, il faudrait anticiper et apprendre de la crise, peut-être améliorer ou réorganisationner le pilotage régional. On a vu parfois sur le territoire un défaut de coordination entre le privé et le public. Et puis, bien évidemment, mettre en place une communication évolutive en fonction des données, peut-être un petit peu plus prudente sur le plan scientifique. Je parle pour mon corps de métier, et être très prudent sur la manière dont on a de communiquer, alors même que les données et les recommandations évoluent au moment où on prend des décisions. Le dernier scénario, c'est l'ultra-crise. Donc là, c'est une recherche coordonnée au niveau national et européen pour le partage des connaissances. C'est de préparer les hôpitaux sur un autre mode de fonctionnement, en structure parfois peut-être plus légère, pour continuer finalement à prendre en charge les autres patients et ne pas fonctionner tout le temps sur de l'ultra-crise et des plans blancs. Et c'est peut-être aussi d'identifier, de renforcer et de structurer dès à présent les différents types d'initiatives d'entraide ayant émergé en réponse à la crise. Donc, j'ai été peut-être un petit peu long sur ces scénarios-là. Vous pourrez les lire dans le rapport du Haut Conseil de la santé publique, mais ça traduit bien en fait cette démarche de prospective qui est d'aller vers des scénarios de crise plausibles à 5 ans, et finalement pour essayer de dégager des mesures d'anticipation pour ne pas voir arriver justement ces scénarios. Donc en conclusion,
Il est probable que l'épidémie de Covid-19, mais vous le savez, on le vit tous les jours, hein, ça circule, hein, bien évidemment. Il y a énormément de recommandations pour mettre à jour sa vaccination et continuer de porter des équipements de protection individuelle et de réaliser régulièrement une hygiène des mains, notamment dans les lieux de transmission que sont les lieux clos confinés, hein, notamment les transports. Les pleines conséquences de cette crise économique, sociale, politique, sanitaire, elles sont encore clairement à prendre en compte puisqu'on en fait encore le constat. La réflexion prospective ne cherche pas à évacuer toutes les incertitudes liées à cette crise, mais plutôt à les encadrer par des hypothèses et des scénarios, comme je vous l'ai dit, qui sont des scénarios plausibles et le plus argumentés possible. Donc, le Haut Conseil de la santé publique a fait le choix de décrire des scénarios, comme je vous l'ai dit, de crise, plutôt que des scénarios de sortie de crise, pour finalement challenger les décideurs, les pousser vers des choix politiques sur un investissement majeur, mais qui sera de l'investissement pour cette crise-là. Et probablement, la crise de demain, elle pourra être d'une autre nature, elle pourra être nucléaire, elle pourrait être environnementale, pas forcément infectieuse. Et donc, finalement, ces scénarios-là, ça pousse à l'anticipation et à la résilience de la société. Donc, ces publications ont vocation à servir de support et de discussion, comme on peut le faire aujourd'hui, des échanges avec le décideur politique pour voir ce que l'on peut finalement anticiper sur les crises. Mais quelque part, il y a quelques missions qui sont en cours, bien évidemment. Il y a le CNR santé en ce moment, qui s'inscrit dans un CNR d'ailleurs plus politique au sens large. Il y a une mission IGAS sur la modernisation de certains ministères. Il y a encore une mission sur la création d'une direction de l'anticipation des crises. Donc, on voit bien que quelque part, le monde politique et le monde scientifique a bien pris conscience des impacts et des conséquences d'une telle crise et sont en train d'anticiper à la fois sur des plans ou sur des lois de programmation et sur de la structuration pour répondre à tous ces défis de demain. Donc, au final, la prospective, ce n'est pas de la prévision, ce n'est pas non plus de la modélisation, ça peut l'inclure, mais ce n'est pas simplement ça. C'est de la construction dans le présent d'un futur souhaitable. Donc, elle est indispensable, en contrepoint de la formule du philosophe Walter Benjamin qui dit que la force des choses conduit, pas tout le temps, mais parfois à la catastrophe. Et donc, en d'autres termes, dans un monde qui change, ne pas intervenir peut exposer au pire, et intervenir est nécessaire, mais attention, pas n'importe comment. Et donc, la prospective fait appel à diverses disciplines, comme je vous l'ai dit, et c'était la philosophie du Haut Conseil de la santé publique. Elle intègre grandement le contexte humain et l'environnement, l'imagination informée et son ressort, et elle tire parti des disciplines, elle fait jouer entre elles une nécessaire synergie et elle mobilise les compétences nécessaires. Donc, elle est finalement une réponse à l'incertitude, elle représente une exploration du réel. Et comme le disait Simon Nora, qui était un industriel et je crois qu'il a été directeur de l'ENA à une époque, la prospective est l'art de réorganiser le présent pour préparer l'avenir. Voilà, merci de votre attention. Merci, professeur Lepelletier. Merci de cette dernière slide aux couleurs de l'Ukraine. Il ne nous a pas échappé que hier ou avant-hier se tenait le Forum pour la résilience et la reconstruction de l'Ukraine. Une table ronde santé était organisée avec une forte composante sur justement la formation des professionnels de santé ukrainiens, formation à toutes les conséquences traumatologiques, mais aussi psychologiques pour la population ukrainienne. Avant de passer à la suite, je vous propose tout de suite un petit sondage. Ce sondage, la question est très très simple. Face aux différents scénarios qui ont été exposés par Didier Lepelletier, est-ce que vous pensez que les professionnels de santé français, ce coup-ci, sont prêts à faire face aux différents scénarios envisagés? Donc voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté possible dans la réponse, oui ou non. Je vous rappelle donc les 5 scénarios présentés par Didier Lepelletier. Vous pourrez les retrouver directement dans le rapport. On vous a mis le lien du rapport dans le fil de discussion qui vous permet d'y accéder directement et d'aller dans tout le détail de ce rapport. Je vous propose de mettre fin au sondage. 60% d'entre vous pensent que les professionnels de santé sont effectivement prêts aujourd'hui à répondre, à faire face aux différents scénarios envisagés.
Didier Lepelletier, est-ce que vous voulez apporter un commentaire à ce sondage? Oui, les personnels soignants ont appris de la crise, hein, même s'ils ont été excessivement challengés. Hein. Le monde a été un peu sidéré, hein, d'ailleurs, ce qui a conduit les politiques à faire des mesures qui sont assez exceptionnelles, que sont le confinement ou ensuite la distance par rapport à chez soi ou d'avoir besoin d'une justification pour pouvoir se mobiliser. Je pense que dans un pays où le développement de la prévention, de la culture était peu développé, quelque part, la crise a été bénéfique, hein, sur les mesures de prévention. On a beaucoup parlé de distance, d'hygiène des mains, de port de masque. On a parlé de vaccination. Hein, au pays de Pasteur, où on est en permanence dans la valse de l'éducation vaccinale, je crois qu'on a été un des pays les plus vaccinés au niveau européen. Donc, bien évidemment, la vaccination n'empêche pas la transmission et d'être porteur du virus, mais par contre, elle empêche d'aller à l'hôpital et de faire des formes graves. Hein. Donc, je crois qu'il y a pas mal de succès finalement, hein, quand on parle de monde VUCA et d'un monde ambigu et incertain, ce sont des étapes en fait ou des moments où il y a beaucoup de challenges et d'opportunités en fait pour rebondir. Et je pense qu'on est dans ce créneau-là actuellement. Merci à vous. On va passer à la deuxième partie de cette prise de parole. Je vais me passer le micro à moi-même pour revenir sur la mission que nous avait confiée Olivier Véran. Je vais partager tout de suite mon écran. Je mets fin au sondage. Je partage l'écran. Olivier Véran, quand il était ministre de la Santé, hein, avait confié au professeur Éric Vibert et à moi-même une mission sur justement la création et la diffusion de contenu pour les professionnels de santé en cas de nouvelle urgence sanitaire. Nous lui avons remis non pas un rapport, hein, mais plutôt un dispositif opérationnel en décembre dernier, en décembre il y a un an de cela. Alors, ce rapport, je vais le partager en partie avec vous. Ce rapport fait l'objet de 10 grandes recommandations et d'une cinquantaine de mesures à prendre. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas les lister les unes après les autres. En revanche, je les ai synthétisées en deux grandes parties. Hein, la première partie sur la création de contenu. Hein, aujourd'hui, c'est un véritable challenge, hein, en cas d'urgence sanitaire. Comment construire, comment fabriquer un contenu et surtout comment s'assurer que ce contenu, hein, réponde aux exigences, aux besoins des professionnels de santé. Hein, vous le voyez tous, hein, l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui des modules de micro-learning, hein, extrêmement simples, extrêmement courts et impactants, qui font, quand on parle de micro-learning, hein, on est sur du 3 minutes, 5 minutes, voire 7 minutes, hein, mais on est sur des modules extrêmement courts, évidemment en mobile first. Les contenus doivent être traçables, hein, parce que il est important de pouvoir comprendre quel professionnel de santé est effectivement formé. Et également, ces modules fonctionnent sur ce qu'on appelle la jouabilité, un mot assez moche, mais bon, qui fonctionne très très bien. On apprend mieux en s'amusant. Comment développer des contenus, comment les faire valider, hein, pour qu'ils aient toute la légitimité en cas de nouvelle urgence. Ça a été la première partie du rapport qu'on a remis à Olivier Véran. Et la deuxième partie, hein, c'est une fois qu'un contenu est créé, hein, et un contenu, hein, doit être créé dès les premières minutes d'une urgence sanitaire, vous le savez bien, les choses se jouent très souvent dès les premiers instants d'une urgence sanitaire. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret ensuite. Donc, la question, c'est comment diffuser, hein, et la recommandation, la grande mesure qu'on a proposée à Olivier Véran, c'est justement une diffusion omnicanale. Alors, ce que veut dire ce grand mot d'omnicanalité, hein, c'est très simple, hein, c'est de faire appel à absolument tous les relais possibles de communication, hein, sachant que la communication, c'est avant tout l'art de la répétition. À partir du moment où le message est homogène, peu importe qu'un professionnel de santé reçoive 2, 3 ou 4 fois le même message, la condition évidemment est qu'il soit le même pour les professionnels de santé. Alors, ce rapport, la question qu'on se pose souvent sur ces grands rapports, ces dispositifs opérationnels, est-ce qu'il a disparu au cimetière des éléphants, ou bien est-ce qu'il a été mis légèrement ou complètement en application? Alors, on avait fait pas mal de remarques sur le DGS urgent, sur rendre le DGS urgent
plus interactif, plus ciblé. Donc, certaines choses sont en cours de route par les différents services du ministère de la Santé. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer avec un cas extrêmement concret, qui est un cas de novembre 2022, avec le virus Ouzoutou. Vous en avez peut-être entendu parler ou non. C'est un virus qui a été détecté en Nouvelle-Aquitaine par le professeur Malvi et son équipe. C'est un arbovirus qui est connu, qui est connu depuis les années 50, qu'on trouvait essentiellement jusque-là en Afrique, et qui, du fait du dérèglement climatique aujourd'hui, a tendance à trouver aussi l'environnement local aquitain très, très familier, dans lequel il peut se développer. Donc, la grande question qui s'est posée, c'est puisque un premier cas de transmission à l'humain avait été détecté en région Nouvelle-Aquitaine, c'était comment justement informer les professionnels de santé de première ligne en région Nouvelle-Aquitaine de ce virus, sachant que ces professionnels de santé première ligne, notamment les pharmaciens, sont les professionnels qui vont répondre les premiers aux grandes questions de tous les clients, de tous les patients, de toute la population stressée qui va rentrer en premier lieu dans une pharmacie, puisque comme vous le savez tous, il n'y a pas besoin de prendre un rendez-vous pour entrer dans une pharmacie, et va poser des questions sur c'est quoi ce virus, est-ce qu'il est dangereux, est-ce que je dois me calfeutrer, est-ce que je dois envoyer mes enfants à l'école. Donc l'objectif était, avant que l'information sorte dans les médias, de créer un premier outil de formation, un premier module, et de le diffuser à tous les professionnels de santé de première ligne. Donc, je vous donne un petit peu la manière dont ça a été fait. C'était en novembre. Une première discussion avec le professeur Malvi qui s'est passée au CHU de Bordeaux entre 18h et 19h. La création du contenu, on a choisi je vais vous montrer, on a choisi de faire un quiz extrêmement simple. La validation des contenus par l'équipe du CHU de Bordeaux, c'est fondamental pour donner une crédibilité, une légitimité au contenu. Et puis ensuite, je vous parlais de diffusion omnicanal, on l'a mise en pratique et on a diffusé ce contenu vers tous les professionnels de santé avant les premières interviews données par le professeur Malvi, les équipes du CHU de Bordeaux et également du de l'APHM à Marseille, soient faites. Donc, on a créé un quiz qui était disponible directement sur téléphone portable, qui se téléchargeait en un seul clic. C'est important aujourd'hui de réfléchir à la manière dont on accède aussi au contenu. Donc, c'était un quiz en 10 questions qui permettait très, très simplement de savoir ce qu'était le virus, quels étaient les symptômes, que faire, comment répondre aux patients. Donc, c'est un quiz qui a été lancé. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. On fait ça sur son téléphone portable. Et puis, en fonction de la réponse, vous avez une explication qui vient enrichir et qui vient donner un petit peu le contexte. Pour vous donner quelques notions, puisque, comme je vous disais, aujourd'hui, le tracking, le suivi de tout ce qui se passe est fondamental aujourd'hui dans le monde digital. Vous voyez, donc on a lancé ça le 14 novembre et plus de 20 000 professionnels de santé ont reçu l'information par les différents réseaux qui ont été utilisés. 14 000 professionnels de santé ont réalisé le quiz. Et la diffusion omnicanal, elle a été faite par les réseaux sociaux. On n'utilise pas les mêmes réseaux sociaux si on veut s'adresser aux pharmaciens ou aux urgentistes. Donc, on a utilisé différents réseaux sociaux. On a évidemment utilisé ce qu'on appelle le peer-to-peer, la communication de pair à pair, en utilisant les comptes des réseaux sociaux à la fois du professeur Malvi, mais aussi du CHU de Bordeaux, qui a évidemment contribué à la diffusion des contenus. On a des newsletters qui partent, on a des mailings qui partent aussi directement là-dessus. Et puis, pour faire vivre le contenu, pour qu'il soit facile à trouver, évidemment, il y a une stratégie de référencement sur les grands moteurs de recherche pour pouvoir trouver ce contenu. Donc, vous voyez un exemple extrêmement concret, mis en pratique à travers le virus Ouzoutou, ce qui a pu être réalisé. Voilà de mon côté ce que je voulais vous proposer. Hop, je vais départager mon écran. Professeur Lepelletier, est-ce que vous voulez réagir par rapport à
à cela avant de passer à la suite? Non, je crois que l'heure passe. Hein. Je ne sais pas si dans le Oui, timing de votre webinaire, et peut-être qu'on ouais, pourrait aborder effectivement. d'autres questions sur la formation en particulier ou sur l'incertitude. Non, mais c'est une très belle démarche faite par Denis Malvy à Bordeaux, bien évidemment, sur les émergences et les réactions à la fois en termes de microbiologie, de connaissances et de mise en place de mesures. Effectivement, l'heure passe, il est 15h40. Ce que je vous propose, puisque c'est aussi tout l'intérêt de cette académie InVivox, c'est de donner la parole justement aux personnes qui le souhaitent. Je vous le rappelle, pour poser une question, vous avez des icônes. Vous avez une icône qui s'appelle Q et R, questions et réponses. Vous pouvez poser votre question directement. Je sais qu'on a reçu des questions aussi en direct. Alors, il y avait une première question sur l'ultra-crise. Je pense que vous y avez répondu. Peut-être que vous voulez peut-être redonner quelques éléments de l'ultra-crise et à quel point ce scénario de prospective envisagée est-il un scénario plausible? Plus on avance dans le scénario 1, c'est-à-dire vivre avec le virus, qui est finalement celui qui est le plus plausible et que l'on vit, plus on va s'éloigner des autres et dans le temps, ils vont paraître un petit peu décalés. Si je peux faire une comparaison, l'ultra-crise, ce serait la politique du zéro Covid que tente de maintenir l'État chinois, qui aboutit finalement à une situation de révolte de la population, puisque les mesures de contrainte finalement populationnelles ne sont plus supportées pour un risque finalement trop faible. Et puis les villes sont de telle dimension, ou les régions sont de telle dimension, dès qu'on veut isoler une ville, on parle de 50 000, de 100 000 personnes ou de millions. Donc là voilà, ce qu'on pourrait entrevoir par ce 5e scénario, ce serait un nouveau variant excessivement virulent qui échapperait sur le plan immunitaire à toute vaccination ou à tout traitement, et qui saturerait en fait le système hospitalier, et que les politiques soient contraints à mettre de telles mesures qu'il y aurait une explosion en fait de la société. Bon, c'est un petit peu apocalyptique comme scénario. On l'a laissé dans le travaux du Haut Conseil. On a une question, je pense qu'il vous est adressée directement sur alors ce qui s'appelle le chain of command, justement, dans quel que soit le scénario, et peut-être en commençant par les scénarios les plus graves possibles. Est-ce qu'une chain of command, donc une prise de décision, comment ça fonctionnerait au niveau du ministère, de l'État? Est-ce que c'est déjà été envisagé? Est-ce qu'il y a eu des points qui ont été tirés des conséquences de la crise du Covid? Alors, je ne peux pas parler pour le ministère, je dépasserai mon rôle d'expert scientifique, mais il y a des organisations pour ça. Les militaires font très bien. Les militaires, ils planifient même. Il y a de l'anticipation, il y a de la prospective, mais aussi de la planification. Ça, les militaires le font très bien, mais il y a des chaînes de décision. Et on a bien vu que cette crise, elle a été gérée en interministériel jusqu'au plus haut sommet de l'État. Donc, quelque part, il y a forcément des organisations pour de la prise de décision. Et encore une fois, cette crise était très particulière, puisque je crois que dans la première année de crise 2020, où on a vu toutes les décisions prises, le Haut Conseil, je crois, a fait chaque fois 4-5 rapports pour les différents lieux concernés, l'école, le sport. Enfin, on voyait bien que les connaissances augmentaient. Il y a eu, je crois, sur le PubMed, qui est une base de données scientifiques, il y a eu plus de 160 000 publications internationales dans un laps de temps. On n'a jamais vu ça pour une maladie, qu'elle soit infectieuse ou pas. Donc, c'était un exercice très complexe, en fait, de prendre des décisions publiques en même temps, où c'est ça où il y a eu du débat contradictoire chez les scientifiques, peut-être, où en fait on était en train d'apprendre. Et donc là, bien évidemment, la structuration politique à la chaîne de décision est très importante, mais bien évidemment que c'est organisé au sein de nos politiques. On a également une question sur les rapports entre les différents pays européens. Est-ce qu'il y a une concertation européenne qui se fait, notamment là, sur les scénarios que vous avez présentés? Est-ce que voilà, nos amis allemands, espagnols ou slovaques, est-ce qu'il y a un partage qui se fait, puisqu'on sait que, bon, on l'a vu, les crises, la crise ne s'est pas arrêtée aux frontières entre la France et l'Italie, comme on avait pu le croire. Donc, est-ce que vous êtes en relation permanente avec les équipes européennes? Moi, personnellement, non pour l'instant, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous savez qu'il y a eu un conseil scientifique auprès du président de la République, qui a été remplacé par le COVARS, qu'il y avait des réunions
alors je ne sais pas si elles étaient très opérationnelles, mais il y avait des réunions des conseils scientifiques en fait, au niveau européen. Il y avait ensuite notre directeur général de la santé, le professeur Jérôme Salomon, qui, lui, en tant que DGS, aussi participait à des réunions. Les ministres, bien évidemment, l'ont fait. Donc, il y avait un maillage. Et il y a actuellement des réflexions au niveau européen pour créer ce que va faire la mission Courrèges probablement, mais ce que faisait déjà la DGS par le Chorus, une réflexion européenne pour, de manière pérenne, et on est en plein dans le sujet de l'anticipation des crises, d'avoir une structure en fait européenne qui travaille à ça en fait, ce qui serait en fait une très très bonne conséquence positive, je dirais, organisationnelle d'anticipation issue de la crise. On a également une dernière question. Je vous propose peut-être que ce sera la dernière question et je vous laisserai le mot de la fin. Alors, c'est une question qui s'adresse plutôt, je pense, à moi. C'est sur comment est-ce qu'on crée des modules de formation en moins d'une heure. Alors, premièrement, chez InVivox, hein, c'est notre métier hein, de centraliser et de valoriser des contenus de formation. Mais surtout, en fait, on a d'abord, ça a été anticipé. On fait appel à des ingénieurs pédagogiques hein, qui sont rompus justement à l'utilisation de tous les outils. Et on a aussi identifié toute une série d'experts dans les différents domaines de crise qui sont prêts hein, à poser leur stylo en cas de nouvelle urgence sanitaire pour se consacrer hein, à la rédaction, à la validation d'un module pour pouvoir informer toute la population ou une population restreinte. Il est 12h45, c'est l'heure à laquelle on s'engage généralement à terminer. Professeur Lepelletier, est-ce que vous souhaitez ajouter un mot pour la fin ? Oui, peut-être revenir sur ces stratégies hein, d'anticipation de prospective qui ont longtemps été utilisées hein, dans le monde industriel par les capitaines d'industrie ou dans le monde politique. On ne l'a pas suffisamment utilisé dans le monde sanitaire et que peut-être en sortie de crise, il y a beaucoup de choses qui vont être réorientées, réorganisées probablement dans ce nouveau mandat politique, mais aussi on rentre dans une nouvelle ère où il faut modifier notre système de santé pas uniquement centré sur le système de soins qui est à bout de souffle, on l'a bien vu, il faut faire un rééquilibrage vers la prévention et la prévention dans toutes les politiques de manière intersectorielle et interministérielle. La formation va prendre une place très importante pour redonner du sens à nos professionnels de santé et notamment leur donner des compétences par la formation en termes d'anticipation des crises au niveau territorial à partir d'un cadre conceptuel national. Et donc peut-être c'est le moment en fait de mettre en valeur ces méthodes en fait pas nouvelles, vous l'avez vu, hein, c'est des nouvelles qui datent des années 50, mais de les mettre au goût du jour et de les utiliser un petit peu plus. Moi j'appelle hein, de mes souhaits à ce qu'il y ait dans l'organisation des agences sanitaires ou des instances comme la nôtre, une instance qui regroupe des gens compétents en prédiction, en modélisation, en anticipation et en prospective, pour que, à côté de l'expertise des agences ou des instances comme le Haut Conseil de la santé publique, les décideurs publics puissent s'appuyer sur des réflexions de prospective. Et peut-être parce que c'est une question qui vient d'apparaître complètement en lien avec ce que vous dites, une question de Stéphane. Est-ce que ces compétences existent déjà ou alors est-ce qu'on va avoir besoin justement d'aller chercher de nouvelles compétences, de nouveaux métiers qui vont apparaître pour pouvoir faire face à tous ces défis ? Alors, la modélisation, on a bien vu que Pasteur a été très impliqué dans la modélisation de la crise Covid. Donc, il y a sur la modélisation des compétences, sur le plan de l'anticipation et de la prospective, un petit peu moins. Ça vient plus de l'industrie ou du monde privé, un peu moins du monde académique. Mais en tous les cas, il y a des formateurs. Nous, au Conseil, on organise là, au premier trimestre une formation et une sensibilisation par Madame Goubaudiman, hein, dont je me sers beaucoup pour mes supports. Hein. Elle conseille des chefs d'État à l'étranger, très très proches. Donc, il y a vraiment des moyens de se former et il faut qu'il y ait une volonté politique d'insérer ce type de démarche dans le système de santé, en fait, si on parle du monde sanitaire. Merci infiniment. Effectivement, la volonté politique au centre de toutes les actions qui seront prises.
Merci infiniment Didier Lepelletier d'avoir accepté notre invitation sur cette académie InVivox. Merci d'avoir partagé les 5 scénarios de prospective. Je vous rappelle que, comme toujours, nous allons transformer cette session webinaire en une capsule qui sera rendue interactive, qui sera chapitrée pour vous tous. Elle vous sera automatiquement envoyée. Elle sera également disponible sur InVivox et sur d'autres supports. C'est la fin de cette académie pour aujourd'hui, mais aussi pour l'année 2022. Rendez-vous le 12 janvier 2023 avec une session spéciale sur tout ce qui va concerner la rupture de la formation pour 2023 et 2024. Exactement, merci. Effectivement, voilà le titre exact, avis de tempête numérique et aussi hybride sur les contenus de formation. Merci infiniment Didier Lepelletier. Bon appétit à toutes et à tous.